Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Uri Weber, bonjour. Nous te recevons pour cet entretien dans le cadre de la récente publication aux éditions de l'Aube et de la Fondation Jean Jaurès de ton essai sorti un petit peu avant l'été, donc La gauche en Israël, conversation entre générations. Uri, ma première question, l'intitulé de ton essai, donc La gauche en Israël, donc je vais t'interroger, y a-t-il une spécificité de la gauche israélienne ? Oui, la gauche israélienne a déjà une spécificité historique. C'est que dans les pays occidentaux en général, la gauche s'est créée par des luttes de classe, des grèves, des révoltes, des émeutes, etc. Et petit à petit a créé des partis, et puis s'est développé et a mené une politique. En fin de compte, ce sont des partis qui ont longtemps été des partis de classe, des partis de gauche, et qui ont mené une lutte intérieure dans le cadre du pays. La gauche israélienne est arrivé en Israël avec les vagues d'immigration de jeunes socialistes venus des pays d'Europe centrale qui ont été formés au socialisme déjà soit en Russie, soit en Pologne surtout. Et ils sont arrivés avec leur idéologie socialiste, sioniste socialiste, dans les années 20, dans les années 30, du siècle dernier. Et c'est pour ça que je qualifie la gauche israélienne de gauche importée. C'est-à-dire que ce n'est pas une gauche qui s'est créée sur place, mais qui a été importée des pays d'Europe. Mais par contre, une fois arrivés ici, ils ont tout fait pour jeter les bases d'une société socialiste telle qu'ils la concevaient. Merci Uri. Alors justement, cette gauche israélienne, notamment les travaillistes, enfin aujourd'hui il y a les travaillistes, Avoda, le Meretz, a longtemps dominé la scène politique israélienne. Elle a gouverné de façon continue de 48 à 77 avec 1977 qui est quand même une année charnière avec la victoire de la droite et l'arrivée à la tête du gouvernement de Menahem Begin. Et aujourd'hui elle est très affaiblie. Avoda et le Meretz pourraient même... il y aurait même un risque qu'aux prochaines législatives, il n'ait plus d'élu, en tous les cas très amoindri. Comment expliquer cette évolution? Dans l'essai, tu mets quand même en avant... oui, j'essaie une grande partie du livre, c'est justement pour expliquer cette dégringolade. Jusqu'en 73, c'est-à-dire depuis 48 jusqu'en 73, ils ont la majorité absolue. Mais 73, c'est la guerre du Kippour, ça sûrement son importance, et à partir de 77, ils perdent le gouvernement. Et il y a trois raisons principales à cela. C'est déjà l'échec de la guerre du Kippour qui a pour cause aux yeux de la population, le gouvernement qui était incapable de se rendre compte, de s'apercevoir que c'est ce qui se préparait, surtout contre Golda Meir et Moshe Dayan. Il y a eu cette même année, 75, 76, 77, des affaires de corruption auxquelles des personnalités du Parti travailliste étaient liées, et il y avait une ambiance que le parti était corrompu. Et la troisième raison, c'est l'apparition du parti de centre, d'un parti centriste pour la première fois. À cause justement de cette corruption, de cette image d'échec, etc., une partie des personnalités modérées de la société israélienne se sont organisées en parti du centre, se sont présentés aux élections en parti du centre, et tous ceux qui en voulaient au parti travailliste pour toutes ces raisons ont reporté leur vote sur ce parti centriste. Et ce qui s'est avéré, c'est que la droite, c'était le Kherut à l'époque, avec ce parti centriste, avait la majorité. Et ils ont donc constitué le gouvernement de 77, et depuis, ça a continué.
pratiquement tout le temps, avec quelques pauses. Et justement, dans l'essai, comme facteur explicatif de l'état actuel de la gauche, donc toutes confondues, Meretz, Savoda, tu mets quand même en avant, enfin, tu traites la question de l'identité, tu dis à laquelle la gauche ne répond pas. Alors c'est ce que, voilà, jusqu'il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, le clivage entre la gauche et la droite en Israël, c'était le problème palestinien, la solution de paix, 2 États, pas 2 États, les pourparlers, les compromis, etc. La gauche voulait faire avancer une solution à 2 États, elle a mené les accords d'Oslo, elle a mené des pourparlers pratiquement chaque fois qu'elle en avait la possibilité, et c'est ça qui la caractérisait. Depuis déjà quelques années, en fin de compte, ça a commencé après l'échec des pourparlers de Ehud Olmert avec les Palestiniens. La situation a changé parce que la majorité des Israéliens pensent qu'il n'y a pas de solution au problème palestinien dans les conditions actuelles. Et donc, il y a eu une vague de nationalisme. Et le nouveau clivage a été au niveau, ce que j'appelle plus un clivage culturel. C'est-à-dire que c'est pas uniquement sur le champ politique, on a des idées de droite, on a des idées de gauche, mais c'est beaucoup plus large. C'est pas 2 camps qui s'affrontent, mais ce sont 2 cultures qui s'affrontent. D'un côté, on a la culture traditionnaliste liée au judaïsme, qui est nationaliste, qui est portée sur le nationalisme, qui est conservatrice aussi. Et de l'autre côté, il y a le camp qui est laïque, qui est libéral, qui est universaliste. Et ce sont en fin de compte des cultures qui sont très différentes, avec des priorités différentes. Et vous savez, il y a c'est pas une blague, c'est des études qui ont été faites en Israël, que lorsqu'on demande à un Israélien comment il se sent, plus juif ou plus israélien, ceux qui répondront qu'ils sont plus juifs, ils sont de droite. Ceux qui répondront plus israéliens, ils sont de gauche. Et il s'avère que ça exprime bien ce nouveau clivage. C'est-à-dire que pour les gens de droite ou pour les gens qui se rattachent à cette culture, Israël, c'est la fierté d'être juif dans un pays souverain, dans un pays indépendant, qui est fort, qui ne se laisse pas faire, qui ne fait pas trop de compromis et qui, en fin de compte, se développe comme État juif. C'est d'ailleurs la loi Nation qui a été votée il y a 3-4 ans. Par contre, pour les gens de gauche, Israël, c'est un pays qui doit faire des compromis, qui doit respecter les droits de l'homme, très important les droits de l'homme pour les gens de gauche, tendre à une société social-démocrate, à la scandinave, à l'européenne, etc. Et c'est là-dessus qu'ils basent leur lutte politique. Il y a l'écologie qui s'est ajoutée ces dernières années au programme, mais disons que même si la gauche a toujours est toujours prête à encourager des pourparlers avec les Palestiniens et à tendre à aspirer à une solution de 2 États, il y a d'autres sujets qui sont mis en avant. Et cette question de droits de l'homme, cette question de démocratie, la question de laïcité, et ce qui fait qu'en fin de compte, il y a vraiment 2 cultures qui se côtoient et qui ont beaucoup de difficultés à communiquer.
Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, si ces deux cultures qui s'opposent ne recouvrent pas vraiment du coup le clivage droite-gauche, parce que sinon, dans ce cas-là, enfin, la gauche est très minoritaire aujourd'hui en Israël, elle pèse. Non, je parle en termes électoraux, pas alors, il faut prendre en ligne de compte que l'électorat de gauche n'a pas disparu. L'électorat de gauche s'est reporté sur les partis centristes. Et pourquoi, justement? Et pourquoi? Pour différentes raisons, notamment liées à le parti travailliste. Je crois qu'il a beaucoup à voir avec le Parti socialiste en France. C'est-à-dire qu'il a remplacé ses présidents tous les 2 ans. Tous les 2 ans, un autre se faisait élire, et pratiquement la semaine qui venait après, on commençait déjà à faire des magouilles pour essayer de le descendre, pour le critiquer, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une stabilité du Parti travailliste, et ça a éloigné beaucoup de gens. Maintenant, il est vrai aussi que toute cette propagande anti-gauchiste, anti-gauche, qui a été menée de manière très agressive par Netanyahou et par a aussi eu de l'influence. Les gens n'osaient plus tellement se dire de gauche, etc. C'est-à-dire que c'est seulement les forts et les bien déterminés qui continuent à se dire, voilà, nous, on est des gens de gauche. Les autres, ils préfèrent dire, on est au centre. Et je ne sais pas si vous avez entendu le discours de Yair Lapid hier à l'ONU. Eh ben moi, en tant que personne de gauche, j'aurais signé chaque mot qu'il a dit. C'est vrai qu'il n'a pas parlé de problèmes internes, des problèmes sociaux, etc. Mais au moins, au niveau de politique internationale, eh ben, je peux donner mon accord à tout ce qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'une grande partie des gens qui votaient à gauche sont prêts à voter pour lui, à le soutenir. Yair Lapid. Oui. Alors justement, tu as évoqué Netanyahou, Yair Lapid, l'actuel Premier ministre, mais d'intérim, de transition. Oui. Les législatives du 1er novembre seront au passage les 5e en 3 ans et demi, donc il y a quand même une instabilité politique qui peut être problématique à moyen et long terme. Là, on va faire un peu de prospective, même si c'est que dans quelques semaines, mais on parle de plus en plus, on parle d'un retour de Netanyahou à la tête du gouvernement. La division de la liste arabe unie, qui était déjà visée, Ra'am, qui était dans la majorité sortante, continue de son côté, mais voilà, la liste arabe dite unie, c'est encore davantage divisée, donc ça peut jouer en faveur de Netanyahou. Je crois que les sondages sont plutôt en faveur aussi de l'alliance autour du Likoud, menée par Netanyahou. Là, j'avais te demander, il n'y aura certainement pas une recomposition politique, mais comment tu vois, est-ce que tu crois que vraiment Netanyahou peut revenir avec les conséquences que ça pourrait avoir en interne ou au niveau régional? Enfin, avoir ton avis sur et la campagne, mais surtout l'après-campagne, oui, mais on n'a pas les chiffres, évidemment. Il y a un caractère un peu différent à cette campagne, c'est que c'est pas concentré sur Netanyahou oui ou Netanyahou non. C'est-à-dire que Yair Lapid mène les choses de manière assez intelligente, c'est qu'il ne parle pas de Netanyahou, mais il dit qu'est-ce qu'il veut faire. Et son discours à l'ONU, c'était dans cette direction-là. Voilà, j'ai l'envergure d'un chef d'État, j'ai une politique, j'ai quelque chose à proposer, je ne suis pas seulement l'alternative à Netanyahou. Et je pense que la campagne, au moins de ce côté-là, sera surtout sur le sujet Yair Lapid comme alternative, comme chef d'État concevable, qui est capable de le faire et qui a une politique bien à lui. Maintenant, ce que vous avez dit, c'est, voilà, moi j'étais un peu optimiste jusqu'à la présentation des listes, et le jour de la présentation de liste, où la liste arabe s'est assitionnée en fin de compte, ça m'a rendu assez pessimiste. Parce que ce qui se passe d'après l'expérience, lorsqu'il y a plusieurs listes arabes, les Arabes s'abstiennent. Il y a un grand pourcentage d'abstention parmi les Arabes. Et lorsqu'il y a beaucoup d'abstention parmi les Arabes, alors ça fait monter
le nombre d'électeurs qu'il faut pour un député, etc. Et ça joue en faveur du groupe, du camp de Netanyahou. Et ça, c'est une chose. D'un autre côté, un des partis arabes est déjà sous le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire que ça peut être aussi un certain nombre de voix qui vont se perdre. Très difficile de savoir. En Israël, c'est toujours le suspense jusqu'à la dernière minute. Pour finir, mais évidemment, il est difficile c'est de la fiction, politique fiction, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi un risque, qu'on évoque, que et le Meretz, même Avoda, pourrait également être en dessous du seuil d'éligibilité, ne plus avoir de députés à la Knesset? Ça peut arriver. Comme je vous dis, il y a des surprises. Écoutez, c'est très possible qu'après le discours de Lapid à l'ONU, il y a des gens du Parti travailliste et du Meretz qui vont passer vers lui. Malgré tout, d'après les derniers sondages, ils ont chacun 5 députés. Il faut en avoir 4 pour passer le seuil. Ils en ont 5, ça leur donne une petite marge. Il faut espérer que ça en reste là. À 5, s'il y en a 5 au Parti travailliste et 5 à Meretz, c'est encore pas mal. Oui, merci. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'un nouvel échange, peut-être via Zoom, mais pour commenter les élections législatives du 1er novembre. Donc, je rappelle ton essai, Uri Weber, la gauche en Israël, conversation entre générations, aux éditions Fondation Jean Jaurès. Je voudrais ajouter quelque chose aussi, parce que c'est ma conclusion, en fin de compte, ma conclusion personnelle, et aussi qui donne une certaine note d'avenir. C'est que lorsque je dis qu'il n'y a pas seulement 2 camps politiques qui s'affrontent, mais 2 cultures, il y a en ce moment en Israël, sous la couche politique qui est de très bas niveau, au niveau de discussions, de propositions, etc., sous cette couche politique, il y a une société en pleine effervescence qui est très dynamique. Il y a beaucoup de cercles de recherche, d'études, qui essayent tous à répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un État juif? On dit beaucoup, Israël, un État juif, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le contenu? Comment ça s'exprime? Et ça s'exprime, alors aujourd'hui, ça s'exprime par le fait que tout le monde parle hébreu, que le calendrier, c'est un calendrier juif avec les fêtes juives, etc. Mais au niveau de l'étude, au niveau du comportement, au niveau... Quel est le contenu? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Et il y a des centres de recherche aussi bien parmi les laïcs que parmi les religieux qui essayent de voir comment on peut donner un contenu à une vie de société, parce qu'on peut dire que pour la première fois, il y a un État qui se réclame du peuple juif et qui pense à son identité. Disons que pendant la première période de l'État d'Israël a été construit comme un État refuge, comme un foyer où les Juifs peuvent être en sécurité, où on accepte tous les Juifs en danger, quel que soit de partout de par le monde. Et aujourd'hui, il se pose une question supplémentaire. Quelle identité donner aux citoyens juifs de cet État et quelles caractéristiques donner à l'État? Et autour de cela, il y a toute une recherche qui se fait à différents niveaux, et ça rend la société israélienne, malgré toutes ces divisions, ça la rend très dynamique. Très dynamique, et on sent cette effervescence de recherche, d'échange, et c'est un signe qui, à mon avis, va donner des résultats d'ici quelques années. Uri, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci Alexandre. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.